Lorsqu'il avait quitté la pizzeria, il faisait déjà sombre. La température était encore douce, mais il pressentait que ça ne durerait pas. Winter is coming, avait-il rugi en pleine rue, bien plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Quelques passants avaient tourné la tête vers lui d'un air accusateur, ce qui lui avait fait instantanément regretter d'avoir beuglé de la sorte. Furieux contre lui-même, il s'était mis à marcher, la tête basse, d'un pas rapide. Une fois de plus, James Berry venait de faire n'importe quoi. Salut à tous et bienvenue sur The Fisheye, le podcast, pour une deuxième interview. L'histoire dont vous venez d'entendre un extrait et qui va nous suivre tout au long de l'interview est l'œuvre d'un auteur que j'ai découvert sur les réseaux. C'est un anonyme caché derrière plusieurs pseudonymes et un univers graphique complètement délirant. Comme vous le savez, j'aime les bons mots et les phrases qui claquent, comme la paume d'une résidente des Folies Bergères sur le fessier trop aventureux d'un jeune soldat de l'Empire russe. Et bien avec lui, j'ai été servi et on est tous servis tous les jours. Comme on ne sait pas réellement comment il s'appelle parce que l'anonymat l'enrobe comme une chaude couverture, je l'appelle Mono et tout le monde l'appelle Mono. Alors tout simplement, pour l'accueillir, bienvenue Mono, comment vas-tu ? Merci, bonjour. Je vais bien. On a essayé de faire ça 2-3 fois déjà et le track est chaque fois venu se mettre en travers du chemin. Maintenant, je pense que tout va bien. Effectivement, les gens sur les réseaux sociaux m'appellent Mono. Pour le récit actuel, je m'étais pourtant cassé la tête à me trouver le nom de plume de Scribouille. Malheureusement, la faune de Twitter en a décidé autrement. Et donc j'accepte avec regret, mais aussi avec joie, le surnom de Mono. J'accepte aussi les paiements en pétrodollars. La faune de Twitter dont je fais partie te remercie de l'autorisation que tu nous donnes de pouvoir t'appeler comme on a voulu t'appeler, parce que sinon on n'a qu'à plus t'appeler, puis ça sera réglé. Bon, je peux m'en aller aussi, si tu veux. Non Présente-toi un petit peu pour qu'on te connaisse mieux. En tout cas, dis-nous ce qu'on a le droit de savoir sur qui est Mono, ou Scribouille. Ok, alors ça va être très très rapide. Donc les rares choses que je ne cache pas sont mon âge. J'ai 38 ans, 39 le mois prochain. Et puis... Comme toutes les personnes formidables. Voilà, absolument. Toutes les personnes formidables que je connais, cette année, ont 38. Oui, tout à fait. Qui suis-je pour te contredire ? Et je suis donc de Belgique, donc ça ne sert à rien de faire des réglages, l'accent c'est normal. Ah oui, je me disais aussi que tu parlais pas comme... Bon, allons-y. Je ne parle pas comme à l'écrit, c'est vrai, j'avoue. À J'ai l'écrit, pas la même ça voix sent non plus. moins, oui. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas seul donc dans cette aventure, puisque je suis secondé par une illustratrice qui a pris pour cette occasion le nom de Gribouille. Oui, on trouvait ça marrant, ça rime, c'est rigolo. Bref, voilà. Gribouille et Gribouille. Tout à fait. Donc j'écris, elle dessine, ça nous semblait juste. C'est une part importante de ce projet de Monochromicon, non, le graphisme ? Oui, tout à fait. On a vraiment voulu avoir une identité visuelle. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai fait appel à elle, parce qu'elle manie justement bien les niveaux de gris, le noir, le blanc, et ça collait vraiment avec ce qu'on avait envie de faire. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous, parce que je la garde enchaînée au mur au cas où j'aurais besoin de dessin. Mais je suis sûr qu'elle est avec nous en pensée, et que tout se passera bien. Elle sera ravie d'entendre cette interview. Commençons par là, justement. Comment est né Monochromicon ? D'ailleurs, je prononce peut-être très mal. Alors, effectivement, on va déjà remettre ça bien à plat, parce que bon, on a à peine commencé que tu déconnes déjà. Donc, c'est Monochromicon. Donc, c'est une série qu'on publie hebdomadairement depuis le mois de mars. Con, c'est comme l'adjectif ou Oui, justement, on va y venir. Donc, effectivement, je corrige ta prononciation. Pourquoi ? Premièrement, parce que ça me permet de faire le lien donc avec Lovecraft et le Necronomicon, qui est quand même très très célèbre, et dont je m'inspire, on va dire, très librement. Mais aussi parce que effectivement, ça sous-entend quand même que c'est Monochromicon, n'est-ce pas ? Et en plus parce que ça permettait de faire le jeu de mots tout simple, monochromique on. Si tu regardes attentivement la typo du titre, tu verras que le dernier O est en effet un bouton on. Donc grosso merdo, ça veut dire que le mode monochrome est activé, tout simplement. Donc vous avez réfléchi, vous vous êtes gratté la soupière comme des malades sur le titre, l'univers graphique, tout l'univers en général, avant même que tu te lances dans l'écriture. C'est pas l'écriture qui a amené derrière cet univers-là. Comment ça s'est passé ? Comment c'est né ? Je possédais auparavant un blog sur lequel j'écrivais comme ça, un peu à l'humeur.
Et je n'avais pas énormément de visites, ça marchait pas super fort, donc je me suis dit tiens, ce truc-là, il a quand même un mauvais karma. Et donc j'avais demandé à Gribouille si elle était prête éventuellement à joindre nos forces pour faire quelque chose à nous deux, quelque chose qui plairait, qui aurait du style et qui pourrait peut-être mettre en avant nos qualités, à elle comme à moi, disons. Je rappelle juste que vous deux avez une vie professionnelle à côté, ça n'est pas votre activité principale. Non, absolument pas. Donc c'est vraiment pour le plaisir de raconter, le plaisir de dessiner, le plaisir de mettre tout ça en commun et éventuellement le plaisir d'être lu. C'est très agréable, non? Est-ce qu'on te suit sur les réseaux sociaux? Les feedbacks sont plutôt bons, plutôt enthousiastes. Le ton décalé, je pense, y est pour beaucoup. Moi, personnellement, ce qui m'a attiré la première fois qu'on s'est croisés, c'est l'univers graphique. Très bien fini, très bien fignolé. Je parle pas des goûts, des odeurs, etc. Ça n'a rien à voir, mais tout simplement, on sait qu'on arrive quelque part où les gens, vous deux, ont travaillé. Ils donnent au lecteur quelque chose d'abouti, quelque chose qui n'est pas simplement une esquisse d'un peut-être, on fait ça sur un coin de table parce que, et puis donnez-nous la notoriété qu'on voudrait bien avoir parce qu'on le mérite sans avoir rien fait. Là, vous êtes vraiment dans quelque chose, un produit final. Il y a même, j'ai vu sur le site, et d'ailleurs j'ai failli m'acheter une mini-jupe tout à l'heure, une échoppe, l'échoppe de Gribouille pour aller acheter des goodies, dont une mini-jupe magnifique qui à mon avis m'irait très bien. Je vais quand même me permettre de te détromper sur ce point, c'est-à-dire qu'effectivement on avait toujours eu un projet... Non, ça on va y venir après si tu veux bien. Il faut savoir que le nom du site, l'identité du machin, ça nous a pris sans doute un bon 5 minutes pour y venir. Un bon 5 minutes au volant de ma bagnole, je m'en rappelle encore. On s'est dit tiens, il faut un jeu de mots à la con, donc on a fait un jeu de mots à la con pour le titre. Il nous a fallu une créature phare qu'on voulait un peu comme mascotte, n'est-ce pas, qui est le Globork, qui est une espèce de barbe à papa avec un œil unique, tout plucheux avec des tentacules. Influence hentai si tu m'entends. Et on est parti de là tout simplement parce qu'on avait envie de dessiner des monstres comme ça sur des post-it, sans trop réfléchir aux conséquences ni quoi que ce soit. Ça nous a fait rire, on s'est lancé. Donc en gros, je serais tenté de te dire que la création du concept Monochromicon a dû prendre à tout péter 1h30. C'est déjà pas mal. Ça me semble très court pour imaginer un concept comme celui-là, mais on a senti qu'on tenait un truc, on s'est dit, bon, bah allez, on se lance et on verra bien ce que ça donne. Et comme tu dis, on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait aucune idée des retours qu'on allait avoir. On est parti pour se faire plaisir, pour le faire pour nous avant tout, et on s'est dit, si ça intéresse des gens, c'est bonus. En tout cas, le résultat graphique, le résultat final auquel on accède directement quand on clique sur le lien et qu'on arrive sur le site est très beau, très bien fignolé, ça donne envie de lire. Alors, tu nous as parlé de Lovecraft pour raconter l'histoire du nom. J'imagine que ça fait partie des nombreuses inspirations. Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous racontes justement ce qui t'inspire, et avec peut-être un focus sur ce ton impertinent et sur cette manière d'écrire qui, moi, me rappelle beaucoup d'auteurs dont on parlera un petit peu plus loin quand on développera un autre projet que tu as sur Twitter. Alors, il y a déjà, à la base, je pense, un esprit très très cynique. Ensuite, au niveau des inspirations littéraires, donc j'ai quand même derrière moi Adams, Pratchett, les Monty Python, The Monty Python pour les Français, n'est-ce pas ? Et la série télé Doctor Who que j'affectionnais tout particulièrement quand j'étais petit, qui a quand même un humour très très british et donc très très décalé aussi. Donc moi je suis complètement dans l'absurde. Et donc tu as voulu transposer, je pense qu'on peut trouver d'autres œuvres comme ça. Évidemment tu as cité le héros global de la dérision Adams, mais tu as décidé de transposer toute cette inspiration, cet humour très british, effectivement, chez Lovecraft. C'est pas un coup à se faire kidnapper par Cthulhu, non ? Tu crains pas pour ta vie ? Il se trouve que j'ai mon Cthulhu maison, qui s'appelle Skulve, qui évidemment n'est peut-être pas aussi effrayant, mais qui a son charme aussi, je pense. La raison pour laquelle j'ai tout transposé chez Lovecraft, c'est parce que c'est un écrivain qui parvient quand même à me terrifier dans certains bouquins, dans ses descriptions, ou plutôt dans ses absences de description.
Et c'était pour moi une façon de ramener quelque chose de plus sérieux aussi dans toute cette absurdité, dans toute cette débilité environnante. Je voulais quand même quelque chose qui pouvait se montrer percutant. Un récit qui, tout en étant décalé et idiot et marrant par moments, dégageait quelque chose de sérieux et de dangereux. Et donc c'est pour ça que je suis allé chercher Lovecraft, en plus du magnifique jeu de mots que ça faisait avec le titre. Donc on a compris tes inspirations, formidable. Est-ce que tu peux nous pitcher, nous raconter un peu sans tout dévoiler, l'histoire de Monochromicon ? Dans quoi on se lance si on lit Monochromicon demain ? Il avait toujours eu cette tendance à parler sans réfléchir. Dès l'enfance, son intelligence et son esprit d'analyse rivalisaient déjà avec ceux des adultes, mais aux grandes dames de toute l'humanité, il était aussi tout à fait incapable de fermer sa grande gueule quand il le fallait. Déjà à l'école, ce défaut lui avait valu de se retrouver bien trop souvent avec le slip coincé dans l'arrêt des fesses, ce qui lui avait permis de comprendre un peu à la dure que tous ses condisciples ne partageaient pas nécessairement sa passion pour les bons mots. Il aurait sans doute pu vivre avec ces petites conséquences si les choses en étaient restées à ce stade, car, après tout, il considérait que c'était de bonne guerre. Mais même le corps enseignant était désemparé face à ces interventions compulsives, et c'est ce qui lui avait causé du tort, particulièrement lorsque la direction avait décidé d'expulser hors de James ce démon trop bavard. Eh bien, on se lance dans un récit qui est peut-être plus sérieux que je ne l'aurais voulu. C'est-à-dire que, à la base, je voulais quelque chose de complètement idiot. Je voulais quelque chose qui tienne à peine debout. Et puis, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que mes personnages étaient peut-être plus sérieux, plus torturés qu'il n'y semblait. Et je me suis dit, bah tiens, on va essayer de faire quand même une histoire qui tienne la route et qui fasse ressortir un peu d'émotion des gens. Et donc, on s'est retrouvé donc à partir du fameux Globork qui est cette créature complètement débilo-fantasmagorique, on s'est retrouvé quand même avec des personnages qui étaient torturés derrière. Donc j'ai commencé à les mettre en scène et j'ai remarqué que c'était des personnages qui n'allaient pas du tout ensemble. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Comme tout bon écrivain, je les ai mis ensemble. Et là, on s'est retrouvé avec un groupe de 4 personnes complètement hétéroclites qui doit évoluer dans un univers où la couleur a disparu, le temps, les distances, tout ça, il n'y a plus aucune notion de physique qui s'applique. Et donc, cette absence de loi physique, c'est quoi ? C'est une vengeance par rapport à tes années de lycée ? Tu supportais pas les cours de sciences ? Non, alors je vais t'expliquer. Je suis quelqu'un qui déteste faire un plan quand il écrit. Je n'ai aucune fiche de personnage, je n'ai aucun résumé, je n'ai rien du tout devant moi. Tout ce que j'écris, je le fais de tête. Ça m'arrive très occasionnellement de revenir dans un chapitre précédent pour retrouver une info parce que j'en suis plus absolument certain. Mais sinon, globalement, c'est quelque chose que je balance comme ça. C'est une diarrhée verbale que je couche sur papier. Et advienne que pourra. Du coup, ça m'arrangeait bien, moi, d'avoir un univers où tout se casse la gueule. Donc, pour ça, je me suis inspiré un peu de La Tour Sombre de Stephen King, qui dépeint un monde qui se casse la gueule. Et donc là, je me suis dit, c'est une opportunité parce que je vais pouvoir me permettre de faire des anachronismes, je vais pouvoir me permettre de n'avoir aucune géographie, je vais pouvoir faire absolument n'importe quoi et on pourra pas me le reprocher parce que c'est scénarisé. Donc, quand on lit Scribouille, alias Mono, dans Monochromicon, on part dans un délire total. Il faut absolument qu'on oublie tout ce qui fait notre monde réel aujourd'hui et qu'on se laisse porter. Et alors, il leur arrive quoi à tes héros ? Il leur arrive quoi à tes personnages ? Ils vivent quoi ? Alors, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, parce que finalement, ils ont chacun une expérience très très différente. Puisque le temps, justement, n'a plus cours, je peux me permettre de mettre des personnages de toutes les époques. Donc là-dedans, tu vas retrouver un barbare un peu berserker sur les bords, tu vas retrouver un démon, tu vas retrouver, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect méta, un écrivain et une illustratrice. Et donc ces personnages vont évoluer, coexister et se réunir donc contre un ennemi commun qui a juré de mettre à bas donc l'univers dans lequel ils se sont retrouvés. Ce qui est intéressant, c'est que on a au début calqué les personnages un peu sur nos caractères, Gribouille et moi, c'est-à-dire que le personnage, on va dire peut-être principal, qui est James, qui est l'écrivain, est
quelqu'un de très grande gueule, qui est incapable de se la fermer 2 secondes, et qui en même temps est quelqu'un d'extrêmement cartésien. Alors quand tu le plonges dans un univers où tout est en train de tomber par terre devant lui, il essaye d'intellectualiser ça. Et le mec, il est complètement paumé, c'est une catastrophe. Tandis que sa compagne, qui justement est peut-être plus ouverte d'esprit et plus instinctive, on va dire, a tendance à s'y adapter beaucoup plus facilement. Donc ça donne un duo quelque part constitué d'une femme forte qui gère la situation et qui fait de chaque événement une force, enfin dans ce qui lui arrive, tandis que lui a un regard très très critique, il a un regard d'écrivain sur la situation, et donc il y va de ses petits commentaires qui sont la plupart du temps très très décalés par rapport à ce qu'il voit. Donc on a une recette qui marche bien, 2 personnages principaux pas opposés mais complémentaires, avec des caractéristiques qui ne se chevauchent pas, une myriade de second rôles bien croustillants, et puis un gros méchant qui veut tout péter. Et alors du coup la question c'est, une fois qu'il a tout pété, est-ce qu'il a conscience qu'il n'y aura plus rien et que du coup il se sera peut-être aussi pété lui-même ? Oui, donc lui, une fois qu'il aura tout pété, il se mettra probablement à écrire des bouquins aussi. Blague à part, on est quand même dans un méchant qui est pas manichéen du tout. C'est-à-dire que c'est un humain, à l'image de mes deux protagonistes, qui a rempli le même rôle qu'eux à une certaine époque, mais qui a légèrement dévié de ce qui était prévu. Actuellement, dans le récit, on ne sait pas encore exactement pourquoi, mais il a peut-être une très bonne raison d'agir comme ça. Donc on n'est pas du tout dans la destruction aveugle et stupide. Je pense qu'au contraire, on a un gars très humain et très drôle aussi, très attachant. Je pense que on pourrait le substituer au héros sans problème. Ouais, écoute, en tout cas, tout ce que tu nous racontes, ça nous donne vraiment envie de lire. Et moi qui ai tout lu, je vous invite vraiment à aller lire Monochromicon. C'est formidable. Vous allez passer un bon moment, vous allez rigoler. Il y a un petit peu de suspense, il y a un peu tout. La recette fonctionne vraiment très bien et vous allez être plongé dans l'univers graphique de Gribouille et peut-être aussi aller acheter tous les produits dérivés qui sont en vente sur le site. Je t'aide un petit peu comme ça si tu as besoin d'argent. Voilà. On se revoit après. Oui, on accepte toutes les monnaies d'échange de toute façon. Vraiment toutes ? Oh, on se fait payer en pastèque, en citron si tu veux, tout ce que tu veux. C'est bien, c'est l'été, il faut se rafraîchir. Alors, on a parlé de Monochromicon, j'aimerais qu'on parle rapidement de petits pastiches que tu mets en ce moment sur Twitter et que moi j'adore, qui me rappellent beaucoup la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède ou Monsieur Manhattan ou encore le professeur Rollin. Alors peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous parle pas, donc on mettra tous les liens dans la description. Peut-être que certains connaissent par contre Alain Chabat, et c'est Avez-vous déjà vu ? Enfin bref, toutes ces mini-scénettes complètement absurdes que ces auteurs incroyables nous ont offert. Et toi, tu t'es lancé dans les J'améliore. Oui, donc ça c'est surtout une conséquence de mon ennui sur Twitter. C'est-à-dire que donc mon récit attirait quand même pas mal de lecteurs et je voyais les abonnements qui commençaient à tout doucement s'amonceler sur mon compte. Et je me suis dit, il y a quand même des gens, ils passent leur journée à faire des sondages à la con et à faire des traits d'humour. Ou pire encore, je sais pas si tu vois ces horribles poèmes en blanc calligraphiés sur fond noir là, avec une maxime ultra bateau qu'on colle et qui obtient 80 likes minimum à chaque fois. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je ferais pas aussi ma bêtise, mon truc stupide, mon truc idiot. Et donc, tout naturellement, je suis allé vers des œuvres que j'avais lues, des films que j'avais vus, et je me suis dit, tiens, cette scène-là, elle est quand même très conne, est-ce que je pourrais pas la réécrire ? Et donc, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu lire, a fait l'objet d'un remaniement, en fait, un peu à la sauce Monochromicon. Et j'ai essayé de rendre des situations qui étaient banales ou des passages très connus complètement idiots. Et donc effectivement, comme tu le dis si bien, à partir du moment où je m'en mêle, on peut inscrire le mot fin en dessous parce que
le film ou le livre n'a plus aucun intérêt une fois qu'il a été passé à la moulinette. Alors je dois t'avouer que moi je suis complètement devenu fan d'une histoire avec le Petit Prince, une merguez, etc. Enfin on n'en dit pas plus. J'avoue, elle a reçu beaucoup de likes. Je pense que c'est la meilleure. Mes excuses évidemment à tous les végétariens et tous les véganes qui passeraient par là. Le but n'était pas évidemment de les choquer. Un peu quand même. Alors donc entre Twitter, le site Monochromicon, tout se passe sur Internet. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas avoir décidé pour Monochromicon, qui a l'air d'être une histoire plutôt aboutie dans ta tête, de la travailler tout seul dans ton coin et de nous offrir par le biais soit de l'auto-édition ou de maisons d'édition une œuvre complète à la fin? Parce que là, tu tiens un rythme d'édition hebdomadaire tous les mardis. Sur le site, c'est quand même un sacré travail pour un amateur. Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je suis le roi des procrastinateurs. Donc si je commence à écrire un roman au long cours, dans 25 ans, j'aurai 3 chapitres et j'aurai pas avancé. Ici, je me mets la pression tout seul. Et donc, en sachant que je dois publier le mardi, ça me donne le coup de cravache nécessaire pour préparer mon texte et pour continuer à avancer. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on publie sur le net, c'est parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, moi je suis un scribouillard et gribouille, elle gribouille. On n'est pas des pros, on ne se considère pas comme des pros. Tout ce qu'on a, c'est une petite histoire à raconter. Et si elle plaît, c'est tant mieux, c'est bonus, tout le monde est content. On ne se voit pas du tout en professionnel, on ne se voit pas du tout édité non plus. Quelque part, on a le souci de bien faire les choses et d'offrir quelque chose de construit et d'aspect peut-être un peu plus professionnel que d'autres. Mais on n'est pas du tout dans une optique de rafler un contrat d'édition ni quoi que ce soit. On veut que l'histoire reste à nous, on ne veut pas qu'il y ait d'interférences dans notre façon de faire, dans notre façon d'écrire. Alors, on accepte les conseils, mais on ne veut pas qu'on nous impose quoi que ce soit. Donc, à ce titre, les maisons d'édition, ça ne nous intéressait pas vraiment. Et ensuite, on s'était dit... Pourquoi pas, si un jour on termine cette histoire, qu'elle plaît et qu'il y a de la demande, pourquoi à ce moment-là peut-être ne pas l'auto-éditer? Ou au moins en éditer une version papier rien que pour nous. En tout cas, ce qui est très sympa d'avoir un site internet à disposition, c'est qu'il y a toutes les petites annexes. Le Codexicon, un espèce de préquel, une saison 0. Peut-être qu'après vous aurez d'autres idées, vous ferez une saison -1, puis on reviendra dans le temps comme ça. Il y a une échoppe, avec la fameuse mini-jupe. Et ça me rappelle, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'en fais part, ça me rappelle les idées noires de Franquin. Et ça me rappelle même les bestioles qu'on voit dans la dernière case de la planche qui s'appelle, je crois, Surrégénérateur et Centrale Comique, et où on voit à la fin des monstres qui ressemblent un petit peu, à côté d'une centrale nucléaire, aux personnages qu'on voit sur le site de Monochromicon. Enfin, voilà, noir et blanc, magnifique. On a compris que les couleurs, c'était pas votre truc. Écoute, les couleurs, moi personnellement, j'ai rien contre elles, mais je les connais pas, ok. Je suis sorti un petit peu avec le vert, il m'a jamais rappelé. On en est resté là. C'est parce que tu l'as toujours vu qu'à moitié vide. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, moi, pessimiste. Mais le noir et blanc, ça marche bien quand même, parce que donc on disait Franquin, mais Edica, les Bidochon, alors vous en êtes pas non plus au Bidochon, on n'est pas tout à fait dans le même style, mais comme un film en noir et blanc aussi, ça fait ressortir peut-être un petit peu plus d'émotion dans le peu de choses qui sont perceptibles par le lecteur. En tout cas, c'est magnifique, je vous invite tous à au moins aller vous balader sur le site. L'ensemble des petites bestioles est totalement adorable. Pour ceux qui aiment le Japon, l'univers des tentacules, ça va vous rappeler beaucoup de choses qui riment avec le mot d'ailleurs. Et vous passerez vraiment un très très bon moment. En plus, il est très ergonomique, c'est formidable. 6 longues années de retenue chaque mercredi après-midi à copier 500 fois des phrases à rallonge avec voyelles en rouge et consonnes en vert n'avaient pourtant pas entravé sa manie. Près de 15 ans plus tard, il se rappelait encore de chacune de ses punitions, mais n'en avait tiré aucune leçon. Entre toutes, le tact dans l'audace et de savoir jusqu'où on peut aller trop loin, de Cocteau, avait été sa favorite.
Comme tu le sais sur The Fisheye, on a des petites questions de la fin pour apprendre un petit peu mieux à te connaître. Comment est-ce que tu en es venu à l'écriture ? Alors, c'est simple, j'écris depuis que je sais écrire. Donc, ça a commencé à l'école primaire, peut-être même un petit peu avant. Et c'était globalement des petits récits pipi-caca pour amuser les copains. Ça les faisait bien marrer. Et bon, ça m'a conforté dans l'idée que ce que je faisais était bien, que c'était une bonne chose à faire. Aujourd'hui, c'est toujours aussi pipi-caca, peut-être un peu plus élaboré, mais je l'assume très bien. Je le vis parfaitement bien. Et comme je dis souvent, un jour je suis né et puis depuis je régresse, donc ça va pas aller en s'améliorant. Je vais te demander de choisir un film, un seul, avec lequel tu partirais sur une île déserte et qu'on te mettrait en boucle en permanence. De Shawshank Redemption, qui est tiré d'une nouvelle de Stephen King, qui s'appelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, et qui a été traduit Les Évadés en France, pour une raison que j'ignore complètement. Parce qu'ils s'évadent, peut-être ? Oui, mais avant tout dans leur tête. C'est un film qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve qu'il a transcendé la version papier, ce qui est quelque chose qui est quand même vraiment rare. Hein. On est d'accord que les 3 quarts du temps, le bouquin est supérieur au film. Dans ce cas précis, j'avais trouvé la nouvelle assez tiédasse et j'ai trouvé que le film, par Frank Darabont d'ailleurs, sublimait un petit peu les personnages et leurs caractères. Et donc, je suis très très attaché à ce film. C'est un très beau film, je te rejoins totalement. Le scénario qui était l'œuvre de Stephen King, c'est ça qui rendait ce film génial, au-delà des acteurs. Ah, de toute manière, oui, l'idée d'origine vient de lui, hein, mais je pense quand même que les acteurs et le réalisateur ont fait un job vraiment magnifique. Cette phrase le fascinait, autant pour sa construction particulière que pour le bon conseil qu'elle professait, et qu'il était bien incapable de suivre, sa vie en eût-elle dépendu. À bien y repenser, des années plus tard, il se dirait que c'était sans doute tout ce travail de copiste qui lui avait donné envie d'écrire et d'en vivre. Il aurait probablement pu faire de toute cette verve un véritable atout si ses relations avec les autres n'en pâtissaient pas à ce point sur base régulière. À vrai dire, il assumait très mal les conséquences de cette diarrhée verbale, et après une longue journée passée à naviguer de boulettes en maladresse et à regarder les gens lui tourner le dos, il lui arrivait fréquemment de se repasser les scènes de désastre au ralenti. Comme chez tout bon introverti, la moindre petite contrariété infligée en milieu social prenait alors chez James des proportions démesurées. C'était plus fort que lui, et la honte ressentie était parfois telle qu'il s'en retrouvait incapable de s'endormir. Une chanson ou une musique maintenant ? Alors, je te réponds Thunderstruck de AC/DC, parce que c'est une musique qui m'accompagne depuis que je suis gamin. Et donc, il faut savoir qu'en ces temps immémoriaux, on avait, ces prises qu'on pouvait programmer. Et donc, j'en avais branché une sur ma chaîne Hi-Fi, et je me réveillais avec ça le matin. Et donc, tous les matins, je me réveillais au son de ce magnifique solo de guitare. Ça aide à se réveiller. Je te fais pas. En tout cas, très bon choix, magnifique. Les Australiens, les kangourous, tout ça en plus, c'est une invitation au voyage. Un livre maintenant, pas un auteur, juste un livre. Je choisirais ça de Stephen King pour le côté rapport à l'enfance, l'amitié, tous ces moments qu'on passait quand on était gamin à l'extérieur à faire tout et n'importe quoi. Le côté... Est-ce que c'est un livre qui t'a fait peur ? Non, pas du tout. J'ai trouvé ça au contraire très épique dans la façon dont c'est traité. Je trouve que c'est d'ailleurs peut-être une nouvelle qui se rapproche plus de la dark fantasy que de l'épouvante. Avec toujours en toile de fond donc ce rapport à l'enfance, cette amnésie qui frappe les gens quand ils deviennent adultes. Avec évidemment la possibilité pour tout un chacun d'avoir fait des choses exceptionnelles quand il était gamin, mais de ne plus s'en rappeler. On a tous cette impression-là que quand on était petit, on en faisait beaucoup plus. Tout à fait, et je trouve ça extrêmement réjouissant en fait que King ait réussi à capter ça dans
l'enfance. On sent qu'il y a du vécu, on sent qu'il a réussi à raconter ces choses qui ne sont pas nécessairement racontables. Ces souvenirs d'enfance qui finalement appartiennent plus à l'émotionnel que véritablement à quelque chose de physique, de concret, de quelque chose qui se soit passé réellement, si tu vois où je veux en venir. Exactement. Et parfois, je me demande, à force de lire du King, comme tout le monde, s'il n'a pas choisi l'horreur, les romans noirs, la dark fantasy, peu importe comment on l'appelle, simplement comme un support pour nous partager d'autres histoires, et que la véritable histoire, elle se cache toujours derrière. C'est un point de vue que je partage effectivement aussi. Je n'ai jamais eu peur devant un de ces bouquins. Par contre, les personnages m'ont très très souvent fait vibrer parce que je pouvais me retrouver dans chacun d'eux sans problème. Et tant que je tiens un amateur, tu as pensé quoi des différentes adaptations de ça à l'écran ? Catastrophique, parce qu'ils en ont fait un clown tueur et un film d'épouvante, ce que pour moi le roman n'est pas. On va attaquer les 3 dernières questions. Celle qui m'intéresse le plus, c'est mon petit côté Freud, c'est pour ça que j'enregistre de la main gauche. Donc les 3 dernières questions, la première, quand tu étais petit, Mono alias Scribouille, c'était quoi ton rêve ? Devenir un méchant Disney. Oh, lequel ? J'aurais bien dit Scar, mais j'avais pas la pilosité. J'aurais bien dit Ursula, mais j'avais pas le bon sexe. Aujourd'hui, peut-être que certains verraient les choses différemment. Ils me diraient, mais toi aussi, tu peux être Ursula. Donc je dirais Jafar. Je porte actuellement le petit bouc et je me sens en phase avec lui et le perroquet. Je trouve que tu étais un gamin plein d'ambition. J'aurais voulu être toi. J'aurais voulu être toi. Je sais pas, moi, quand j'étais gamin, je voulais être pompier, astronaute, etc. Mais j'aurais voulu avoir des idées comme les tiennes. Non, même moi, je voulais pas être moi quand j'étais gamin. Mais savais-tu qui tu étais ? Malheureusement, je le savais peut-être un peu trop bien. Aujourd'hui, je l'assume, je le vis très bien, mais quand j'étais gamin, c'était plus compliqué. Si tu prends mon chapitre 1, dont tu fais la lecture, donc ici, tu vas remarquer que j'ai énormément de points communs, en fait, avec le personnage que je décris dans les 3 premiers paragraphes, et c'est pas du tout un accident. Donc c'est une autobiographie un petit peu aussi monochromicon. Tu exorcises tes démons et tes envies d'être un éleveur de perroquets, pourfendeur de voleurs de je pense que, comme pour tout bouquin, il y a une base de vécu, il y a une base de connu, et c'est quelque part ce qui donne au livre son côté réaliste. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin non plus. À partir de cet endroit-là, je commence à digresser, et James n'a plus grand-chose à voir avec moi. Mais effectivement, les 3 premiers paragraphes, c'est une histoire qui est, à laquelle je peux parfaitement m'identifier. Et alors maintenant que t'es grand, en tout cas que t'es adulte, c'est quoi ton rêve ? Mais écoute, je crois que je suis très très à l'aise avec ma vie actuelle. Je pense pas que j'ai encore beaucoup de rêves à exaucer. Je pense que dans ma vie, j'ai fait un peu tout ce que je voulais faire. Je pense que actuellement, je suis comblé. Je suis comblé. Je me lève tous les matins dégoûté d'aller au boulot, certainement, mais je m'épanouis pas spécialement dans mon travail. C'est quelque chose d'alimentaire. Et je vis un peu ma passion tous les jours dans le privé. Et l'écriture en fait partie. Voilà. Et bien justement, c'est ma dernière question. Tu y as un peu répondu, mais tu vas pouvoir détailler ça. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins ? On a compris que c'était pas pour aller au boulot. Le réveil, pour commencer. Salopard. Ah bah écoute, c'est certain qu'à cause de lui, je me lève tous les matins. Le chien qui a faim aussi, c'est une bonne raison. Ensuite, ne pas me faire virer de mon boulot. Je pense que c'est quelque chose quand même qui se vaut comme argument. Et sinon, écoute, rester au lit toute la journée, c'est pas comme ça qu'on avance dans l'écriture non plus. Soit je me lève, je ne travaille pas et donc je m'assieds à mon ordinateur et j'écris. Soit je me lève, je travaille, je m'assieds à mon ordinateur et j'écris. Et je touche un chèque. Tu écris. Tout à fait. Oui, j'écris parce que tous les mardis, il faut publier un chapitre que je fais dans la moyenne 2500 mots par chapitre, et que donc il faut pas trop se toucher le cul parce que Madame Gribouille attend le chapitre pour faire les illustrations qui y sont rattachées. Comme elle est très gentille et très flexible, elle accepte encore de les recevoir jusqu'à lundi dans la soirée, mais mardi à 18h on publie. Donc c'est un sacré travail. En tout cas, ce qui te fait lever le matin, c'est d'écrire, et ça, on est ravis de l'entendre. Merci Mono pour toutes ces réponses, toutes ces digressions. Merci de nous avoir partagé ton univers.
Eh ben écoute, c'était avec grand plaisir. Encore une fois, j'accepte l'échec, les pétrodollars et tout ce qui va avec. Donc Ça viendra. n'hésitez pas. Non, mais écoute, il faut le dire quand même. Hein, on est écrivain, on a beau avoir un job à côté, voilà, faut mettre du beurre un peu dans les Faut épinards. qu'on bouffe, quoi. Enfin, faut qu'on bouffe, faut qu'on boive. C'est ça, Surtout. c'est ça. Manger, c'est bien beau, mais moi, je me déshydrate. En tout cas, merci à nouveau. Merci d'avoir partagé ton univers avec nous tous. Et vous qui nous écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres chroniques et d'autres interviews. Et d'ici là, soyez heureux. Il ne comptait plus les fois où il lui était arrivé de rester toute la nuit, à fixer le plafond en ressassant ses greatest hits, tout en se traitant de crétin à voix haute. Non mais t'es vraiment un gros Ronald McDucon. Dans la rue en plus, pourquoi tu te mettrais pas une jolie plume dans le cul la prochaine fois aussi ? Il accéléra le pas pour mettre un maximum de distance entre lui et les gens qui avaient eu l'insigne honneur d'assister à son spectacle improvisé.